Cette machine Enigma est véritablement un objet extrêmement important de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une machine qui servait aux Allemands à coder leurs messages. Or, les Alliés, les Britanniques, ont réussi à percer le mystère d'Enigma. D'une part parce qu'en 1939, les Polonais leur ont remis une machine Enigma, et que d'autre part, grâce à des crypto-analystes, ils ont réussi à casser les codes qu'utilisaient les Allemands. Donc grâce à ces deux éléments, une machine Enigma d'une part et d'autre part un processus de décryptage, les Britanniques ont réussi à être informés des intentions allemandes et à plusieurs reprises, ils ont eu un coup d'avance sur l'ennemi puisqu'ils savaient, ils connaissaient les intentions des Allemands. Au total donc cette machine Enigma et le fait que les Britanniques aient percé les codes a rendu de signaler service au camp allié. Dans le même temps, on ne peut pas faire reposer l'issue de la Seconde Guerre mondiale sur la capacité des services secrets britanniques à décrypter les intentions de leur ennemi. Ce téléphone américain, qui est un téléphone de champ de bataille, a été en fait produit pour l'armée rouge. Ce qui nous montre deux choses. Premier élément, l'importance des transmissions. L'une des raisons qui explique la défaite française en 1940, c'est bien évidemment la défaillance des transmissions, qui se font, sinon par pigeons voyageurs, du moins très souvent par le réseau téléphonique. Et donc, de ce point de vue, incontestablement, les Alliés ont beaucoup appris et donc ont été capables d'offrir à leurs armées, à leurs unités, des moyens de transmission à la fois fiables, robustes et costauds. Autre élément qui est important, c'est que ce téléphone a été donné à l'armée rouge. Et donc, ici, il faut peut-être dire un mot du pré-bail, qui permet aux belligérants de bénéficier de la manne américaine. Grâce au pré-bail, au fond, les belligérants reçoivent des marchandises américaines et ne les payent pas. Et donc, l'Union soviétique a reçu, effectivement, une aide au titre du pré-bail. Sur $1 de pré-bail, vous n'avez que 25 cents de matériel militaire. Tout le reste, ce sont des camions, des machines-outils, des vêtements, des bottes et de la nourriture. Et donc, ce que l'on constate, c'est que l'Union soviétique a pu se concentrer sur sa production de guerre. Sauf que se concentrer sur sa production de guerre exigeait des sacrifices indicibles pour la population civile. Et c'est grâce à l'aide américaine que la population soviétique a pu survivre, grâce à ses vêtements, grâce à cette nourriture, grâce à ses camions. Et en ce sens, effectivement, le pré-bail a offert une contribution éminente à l'Union soviétique pendant la guerre. Éminente ne signifie pas, cependant, déterminante. Cet uniforme nous montre le caractère assez rudimentaire de la guerre que mènent les Japonais. Bien entendu, cette guerre que mènent les Japonais en Asie, en Chine surtout, et dans le Pacifique, a des aspects extrêmement modernes. Les Japonais utilisent les porte-avions, les Japonais utilisent l'aviation, les Japonais utilisent les chars. Mais en fait, sur le théâtre pacifique, la guerre va reposer sur les fantassins. Et donc, ces fantassins ont joué un rôle déterminant. Les chars ne comptent pas beaucoup, ce sont véritablement des combats, parfois au corps à corps, qui reposent sur l'infanterie. Les soldats se combattent, bien évidemment, avec acharnement. Ils refusent de se rendre, mais beaucoup plus, au fond, en raison d'un sens de l'honneur, que l'on pourra peut-être juger dévoyé, en raison aussi d'une pression sociale extrêmement forte, en raison également de la crainte que la captivité inspire. Comme les Japonais martyrisent leurs prisonniers occidentaux, eh bien, ils ont peur de subir le même sort. Et donc, du coup, ils se battent avec acharnement, mais ils préfèrent aussi, très souvent, se suicider plutôt que d'endurer une captivité qui est considérée comme déshonorante. Ces cendriers américains, au fond, essayent de diaboliser les ennemis de la puissante Amérique. Et on reconnaît ici l'ennemi japonais, l'ennemi italien, l'ennemi allemand. Sous forme d'ailleurs animale. Et animaliser, c'est dénier au fond la condition humaine, la condition d'homme à l'ennemi, le déprécier et le traiter de manière éminemment péjorative. Ceci dit, ces cendriers sont trompeurs, car on a l'impression au fond que les ennemis sont traités sur le même plan. Or, la propagande américaine a eu les plus grandes difficultés à diaboliser les Allemands et les Italiens, tout simplement parce que vous aviez une forte communauté allemande et une forte communauté italienne qui étaient non seulement implantées aux États-Unis, mais qui étaient bien intégrées. Et donc cette diabolisation des Allemands, cette diabolisation des Italiens était infiniment plus complexe que la diabolisation des Japonais, qui au fond pâtissaient de deux grands défauts. Premier élément, la communauté nippo-américaine était moins bien intégrée.
Vous aviez ensuite un racisme qui remontait à bien avant la Seconde Guerre mondiale. Et le troisième élément, bien sûr, c'est Pearl Harbor. En entamant les hostilités sans déclarer la guerre, eh bien, les Japonais ont eu l'image d'une puissance fourbe, d'une puissance traître. Et donc, dans cette mesure, bien évidemment, eh bien, le Japon a pu être diabolisé, ce qui n'a pas été le cas, je le répète, de l'Allemagne et de l'Italie.